C'est l'instant passion. Et toi, est-ce que tu aimes les jeux mobiles? Bah ouais, bien sûr. Est-ce que tu aimes les trains? Bof, c'est pas trop mon truc. Ah, zut. Et si je te proposais un train dans l'espace? Dans l'espace? Un train dans l'espace rempli de Wi-Fi. Bah je dis oui, mais où c'est que je peux acheter un billet? C'est simple, il te suffit de télécharger Honkai Star Rail. Honkai Star Rail est le dernier gros jeu des créateurs des célèbres Genshin Impact et Honkai Impact Third. C'est un RPG au tour par tour gratuit disponible sur PC, Android, iOS, mais aussi sur PS5 depuis le 11 octobre 2023, le tout jouable en cross-platform. Alors je peux continuer ma partie sur tous les appareils? Prenez part à une aventure spatiale, incarnez une pionnière ou un pionnier et explorez les différentes planètes de l'univers. Montez à bord de l'Astral Express et découvrez les merveilles infinies de la galaxie, remplies d'aventures et de sensations fortes. Chaque escale de l'Astral Express est une vue inédite sur le monde. Explorez des mondes et des civilisations fantastiques, découvrez des mystères au-delà de l'imagination et partez pour un voyage inoubliable, le tout servi avec des graphismes en cel shading de toute beauté. Prenez part à des combats tactiques passionnants grâce à un nouveau système de combat accessible et profond, puis exploitez les faiblesses de vos ennemis et terminez-les avec style, en déclenchant des attaques ultimes extrêmement jouissives. Ah, c'est classe! Une nouvelle mise à jour 1.5 est bientôt disponible et comporte l'ajout d'un nouveau personnage 5 étoiles. Wow est une fille douce et adorable, dotée d'une queue qui a l'air d'avoir sa propre conscience. Oh tiens! Moi aussi. C'est une jeune fille vulnérable, membre en formation pour devenir juge à la commission des 10 seigneurs. Elle éprouve une grande peur des fantômes, mais se voit néanmoins contrainte de les capturer. En jeu, Wuo est un personnage de soutien de type vent qui suit la voie de l'abondance. En plus de restaurer les PV alliés, elle peut aussi attribuer des bonus d'énergie et d'attaque dans la version 1.5. Vous pourrez également essayer d'obtenir le personnage 4 étoiles Anya, un personnage de type physique qui suit la voie de l'harmonie, capable de restaurer les points de compétence de ses alliés jusqu'à une certaine limite. En plus de ça, le personnage 5 étoiles très populaire, Louve d'argent, reviendra pour offrir aux joueurs et joueuses une nouvelle chance de l'obtenir. Téléchargez le jeu en utilisant le lien en description pour découvrir ces personnages. Et utilisez le code ci-dessous pour obtenir en cadeau 50 jades stellaires. Que la passion vous guide. Oui. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations tête de naze, vous voici dans cette vidéo compilation slash best-of des vidéos sur le personnage de Broly. Donc on est sur une espèce d'analyse ultime du personnage de Broly. On va parler des 3 premiers OAV, des 3 premiers films, de Dragon Ball Super Broly et de tout ce qui s'ensuit autour du personnage de Broly. Là on a plus d'1 heure de vidéo. Donc, ceux qui l'ont déjà vu vont pouvoir se régaler avec une version longue, et ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes vont pouvoir aussi se régaler avec un format long, et je sais que ça vous plaît beaucoup. Donc, j'espère que ça vous plaira, bon visionnage, mais je vous rappelle quand même avant de commencer que la campagne pour Sekera est actuellement en cours, le lien est dans la description. Oui. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dragon Ballologie, l'émission entièrement consacrée à Dragon Ball et à son univers. Et aujourd'hui on poursuit notre rétrospective des films DBZ en s'attaquant au 8e film DBZ sorti chez nous sous le nom de Broly le super guerrier. Mais j'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs, pas le choix, faut y aller, on commence direct. Le film s'ouvre sur une image de galaxie vachement travaillée qui disparaît avec une transition de Windows Movie Maker avec des bruits d'explosion pour qu'on comprenne bien qu'en fait elle est en train d'exploser. Ouah, ça passe, hein, on voit bien que ça explose. Puis on voit Kaio en train de se chier dessus qui tout d'un coup se prend un filtre aquarelle de Movie Maker aléatoirement sur la tronche. C'est sûrement pour accentuer l'effet dramatique. Franchement, ça fait le café. Moussa fait le café. Sérieusement? Je suis fatigué. Moi, je trouve que ça passe. J'ai vraiment besoin de vacances. Et là, générique. Tchala Et tchala Puis le titre apparaît. Consume-toi, combat ardent, lutte acharnée, intense bataille. Combat ardent, lutte acharnée, intense bataille, Broly le super guerrier. Bien joué. Goku et Chichi s'apprêtent à passer un entretien pour faire entrer Gohan dans une école prestigieuse, pendant que le reste du casting fait un pique-nique dans un parc et que Krillin tape la chansonnette. Alors là non, va falloir nous mettre le passage en VF,
Parce qu'il est culte. Ouais, mais si on la met, on va se faire striker notre race, hein. Je vois qu'une seule solution. J'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Et là, il y a un giga vaisseau spatial de l'espace qui atterrit en plein milieu du parc, et Paragus se présente à Vegeta. Puis on retourne voir Chi-Chi et Goku qui passent l'entretien, mais Goku est appelé par Kaio et se casse. Pendant ce temps, Paragus explique à Vegeta qu'il a besoin de lui pour devenir le roi de la nouvelle planète Vegeta, et qu'il est le seul à pouvoir vaincre le Super Saiyan légendaire, et après lui fait un sourire qui inspire vraiment pas confiance. Pourquoi il agite les bras comme ça quand il fait ses explications? Parce que ça rend son discours plus crédible. Vegeta accepte de monter à bord, ainsi que Trunks qui veut aller veiller sur son père, et Gohan, Krillin, Olong et Muten Roshi parce qu'ils voulaient empêcher le vieux bourré de monter à bord, mais ça s'est pas très bien passé. Pendant ce temps, Goku baffre comme un porc et va visiter la galaxie du Sud, où il détecte l'énergie du Super Saiyan légendaire alors qu'il n'est plus sur place, ce qui indique sa puissance démesurée. C'est comme quand on va aux toilettes, même des heures après toi, on sait que t'es passé. Oui, c'est la puissance. Puis, Paragas fait visiter la nouvelle planète Vegeta à Vegeta et il lui dit qu'il a recruté des bandits venus des 4 coins de l'univers pour bosser pour lui, puis il lui présente son fils, Broly. Eh, je viens de réaliser un truc en rematant le film, tu trouves pas que Broly, il a l'attitude et la façon de parler d'un mec qui fume beaucoup trop de shit? Ah, un peu. Hein. Ensuite, il y a un gars de Paragus qui arrive et qui dit « Vite, vite, on a repéré le Super Saiyan légendaire sur la planète mon cul !» Et Vegeta fait « Vas-y, viens Broly, on va le taper !» Et hop, il part pendant que Paragus fait encore un sourire pas du tout suspect. Gohan, Trunks et Krillin survolent la planète histoire de visiter un peu et ils se disent « Eh, c'est chelou cette histoire de Super Saiyan et de nouvelle planète Vegeta, elle est toute éclatée la planète en plus, c'est bizarre quand même !» Puis il tombe sur des aliens qui taffent sur un genre de pipeline. Puis il constate qu'en fait c'est pas des ouvriers, c'est des esclaves. Et là il y a un petit, il se fait fouetter par un garde. Et Gohan commence à le mêler le garde. Et là on s'attend à que ça parte en grosse baston, mais non. Goku arrive et se prend accidentellement une patate de Krillin. Et Paragus arrive en mode « Bienvenue Kakaroto, eh mais t'es le fils de Bardock, viens manger à la maison, tranquille !» Pendant que Paragus est dans sa cachette en train de mater des écrans, il dit qu'une comète va bientôt frapper la planète, et après ça il envahira la Terre, puis il rigole comme un méchant. Donc Paragus, depuis le début, était un méchant? Alors ça m'étonne. Sans déconner, faut arrêter avec ces personnages à la con. Vegeta et Broly rentrent de mission. Vegeta a le seum parce qu'il n'y avait pas de Super Saiyan légendaire sur la planète où ils étaient. Et là, ils croisent Goku dans le couloir. Broly commence à se vénérer et engage un duel de regard avec Goku. Mais Paragus le calme direct avec sa télécommande, mais Broly il a l'air de résister, mais la situation est désamorcée par Muten Roshi et Olong qui viennent faire les cons devant Paragus. Après ça, Paragus il va voir le docteur Pieuvre pour réparer son engin, et le docteur lui dit non mais tranquille, le truc il marche, hein, normalement y a pas de souci. Paragus il se dit putain si ça se trouve c'est parce qu'il a rencontré Kakaroto, ah, ça commence à raviver son instinct Saiyan. Puis là on a un flashback de Broly plus jeune qui terrorise son père et détruit des planètes. Puis on nous dit qu'il est né le même jour que Goku et que Goku n'arrêtait pas de pleurer à côté de lui. Et là, on va prendre 2 minutes pour s'attaquer à un vieux mythe qui a la peau dure parmi les fans de Dragon Ball. Hein. L'idée que comme quoi, ce serait les pleurs de Goku bébé à côté de Broly qui l'auraient rendu taré. C'est un truc largement admis parmi les fans de Dragon Ball, selon moi à tort, hein, que l'idée que les pleurs de Goku ont rendu fou Broly, et que Broly étant traumatisé de ça, quand il revoit Goku, bah, il redevient taré et incontrôlable. Et personnellement, je n'ai jamais compris le film comme ça. Parce qu'en fait, ce serait juste grave débile en fait. Après, il est vrai que le film reste assez flou là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est qu'à aucun moment dans la VO, on accuse Goku de l'avoir rendu fou. En revanche, on insiste sur le fait qu'il soit né le même jour que Broly, et que Broly est né super fort de ouf avec une puissance de 10 000 unités, et que Goku était giga faible de ouf avec une puissance de 2. Plus tard, on verra que bébé Broly avait un instinct de fou, c'est ce qui lui a permis d'échapper à la destruction de la planète Vegeta avec son père, alors qu'il était censé être mourant. C'est ce qui m'amène à penser que si Broly pleure près de Goku, c'est qu'il avait senti le potentiel latent de Goku. Broly est le Super Saiyan légendaire, il a donc un instinct Saiyan ultra développé, et les Saiyans ils aiment se battre contre des mecs forts. Pour moi, Broly ne déteste pas Goku, il veut juste se battre avec lui parce qu'il a toujours senti que c'était un grand guerrier. Broly et Goku étaient destinés à s'affronter, c'est le vieux trope du prodige contre le cancre, de l'inné contre l'acquis. Je trouve que ça a beaucoup plus de sens de voir la chose comme ça. Bon, après, c'est sûr que c'est pas du niveau des théories Broly Super Saiyan God qui se retient, hein, c'est sûr. Hein. Moi, ça demande un peu de concentration, de prendre un peu de hauteur, hein. C'est beaucoup moins vendeur, forcément. Ouais,
Bref, retour au film. Broly finit par péter un câble et attaquer Goku dans son sommeil. Et là, grosse bagarre. Bon, Goku essaye de le calmer, mais Broly s'en bat les couilles. Il dit juste « Kakaroto !» Et là, Paragus arrive et parvient à le calmer avec son appareil. Mais trop tard, Goku a tout compris. C'est Broly, le Super Saiyan, qui a détruit la galaxie du Sud. Alors ça va... Le lendemain matin, Vegeta s'apprête à repartir d'Éther à la chasse au Super Saiyan, mais Paragus essaye de l'empêcher de partir parce que la comète est censée frapper la planète aujourd'hui. Du coup, il lui dit « Frérot, pourquoi tu pars? On sait même pas il est où le Super Saiyan légendaire ?» Et pour le coup, il marque un point. Pourquoi Vegeta veut absolument décoller alors qu'ils ignorent totalement où se trouve le Super Saiyan légendaire? Parce que va te faire foutre! Broly commence à se vénérer parce que Goku les attend au vaisseau. Goku révèle le poteau rose à Vegeta. En fait, depuis le début, c'est Broly le méchant, et Paragus leur a tendu un piège. En plus de ça, il y a Trunks qui arrive et qui révèle à son père que les villes alentours sont des fausses villes, et que cette planète est quasi déserte, ce qui est franchement chelou. Mais de toute façon, son plan était mal foutu de base, il s'est jamais dit que les mecs ils voudraient explorer la planète? C'est pas faux. Et pour finir d'enfoncer le clou, il y a les aliens esclaves qui se pointent et qui reconnaissent Broly comme étant celui qui a détruit leur planète. Et là, conscient de s'être fait griller, Paragus révèle ses véritables intentions de manière ultra théâtrale. Regarde-moi ça, c'est quoi toutes ces poses? Bah qu'est-ce qui se passe? Cette grosse moustache, cette musculature, ces bijoux bling bling, ce sens du théâtre, ce mini-slip. Mais si ça se trouve, Paragus, c'est un personnage de Jojo Bizarre Aventure. Puis Paragus ordonne à Broly de buter Goku et sa bande, et Broly se change en Super Saiyan légendaire dans une scène de transformation incroyablement effrayante. Le gars explose sous sa propre puissance et change l'atmosphère autour de lui. L'idée est géniale. Il devient le Broly qu'on connaît tous, et Vegeta commence à se faire caca dessus. Paragus, qui comprend qu'avec l'éveil de Broly, tous ses plans tombent à l'eau, et il décide du coup de raconter son histoire à Vegeta. Il raconte comment le roi Vegeta a essayé de le tuer lui et son fils par pure jalousie, et comment l'instinct et la puissance de Broly leur ont permis d'échapper à l'extermination lorsque Frieza a détruit la planète Vegeta. Pendant ce temps, Goku, Gohan et Trunks se changent en Super Saiyan pour commencer la vraie bagarre, et Vegeta leur dit « Arrêtez, vous n'avez aucune chance, c'est le Super Saiyan légendaire quand même !» Bref, juste avant que la grosse bagarre commence, Muten Roshi, Krillin et les aliens esclaves tombent juste à côté de Broly, et Muten Roshi, qui est toujours complètement bourré, improvise un numéro plutôt rigolo. Broly reconnaît les aliens esclaves et leur fait « Hé les petits aliens, vous voudriez retourner sur votre planète ?» Eh ben non. Puis il balance une boule d'énergie dans leur direction, mais en fait la boule repart dans l'autre sens et va directement exploser leur planète. Les aliens se mettent à chialer, et Broly se marre comme une baleine. Non seulement il est méchant, mais en plus c'est un sadique. Puis la bagarre commence. Broly calme Trunks direct et sort à Goku « Dis donc, tu tiens beaucoup à ton fils ?» Et Goku kiffe à Gohan « Casse-toi de là tout de suite !» Depuis que je suis gamin, cette réplique me fait froid dans le dos. D'ailleurs, on remarque que depuis le début du combat, Goku essaye de protéger Gohan. Alors on me dira normal, c'est son gosse, mais il ne le protège pas comme d'habitude. On sent qu'il n'a pas envie que son fils se batte du tout en fait. Et c'est encore un indicateur de la crainte qu'inspire Broly. On peut aussi s'amuser à faire un parallèle entre la relation Broly-Paragus et Goku-Gohan. On pourrait imaginer que Broly est un peu jaloux de Gohan parce que Gohan a une vraie relation père-fils avec son père Goku. Quoique là, j'extrapole pas mal, parce qu'en réalité, la relation Goku-Gohan n'est pas vraiment exploitée dans le film. Voilà. Bref, Broly finit par mettre Gohan, Trunks et Goku KO, puis laisse encore exploser plus sa puissance, ce qui ravage encore plus la planète. Puis Broly envoie une boule d'énergie pour achever Gohan, et là... C'est le moment Piccolo, bien sûr, qui débarque et file des senzu à tout le monde pendant que Broly le regarde gentiment faire. Ah, franchement, c'est sympa. Puis il essaye de mêler Broly à 4, mais ils se font de nouveau défoncer, et Broly envoie Piccolo valdinguer jusqu'à Vegeta. Et là, on a une scène incroyable. Vegeta est en train de se morfondre en ayant perdu toute combativité, et Piccolo le soulève par la tignasse comme si c'était une merde, et le traîne de force sur le champ de bataille. Alors, c'est ça le prince des Saiyans? Tu fais pitié. Puis il le laisse tomber comme une vieille merde. Masterclass cette scène. Alors je sais que j'en ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo, mais l'idée que Vegeta se chie dessus face à Broly est une des meilleures idées de ce film. Déjà parce que c'est un excellent moyen de signifier la dangerosité de Broly, parce que si Vegeta, le roi de l'orgueil, le prince des Saiyans, décide carrément qu'il n'a aucune chance sans même essayer de se battre, c'est que le gars en face est effectivement balèze et effrayant.
Et ça montre une facette de Vegeta très intéressante. Ça nous laisse entendre que Vegeta est croyant, il croit dur comme fer à la légende du Super Saiyan légendaire. C'est en quelque sorte la figure la plus importante du folklore Saiyan. C'est comme si un catholique se retrouvait nez à nez avec Satan. C'est la réaction de Vegeta qui confirme le statut légendaire de Broly. Même si tout ça n'est pas canon et que la notion de Super Saiyan légendaire a été totalement pervertie par ce film, mais on y reviendra. Goku se fait mêler comme jamais et tout d'un coup Vegeta a un sursaut d'orgueil. Il se dit putain, y a un guerrier de basse classe qui se bat et moi je me chie dessus. Hors de question, je suis Vegeta quand même. Et puis bim, il part faire la bagarre. Mais il se fait défoncer. Pendant ce temps, il y a Paragus qui essaye de se tirer de la planète en Tsum Tsum en se disant que de toute façon, vu qu'il ne contrôle plus Broly, c'est devenu un boulet. Autant le laisser crever sur cette planète quand la comète va arriver. Sauf qu'au moment où il rentre dans la capsule, il est pris en flag par Broly qui lui sort « Bah alors, tu fais quoi ?» Et Paragus répond « Non mais tranquille, c'est pas ce que tu crois, hein, je prépare juste la navette pour notre départ. » Et Broly lui répond « Ah ouais, dans une capsule monoplace. » Ah ça c'est sûr, Paragus il a pas l'air très doué pour raconter des mythos crédibles. Hein. Bon, ça peut être aussi bien un avantage qu'un inconvénient, une qualité qu'un défaut, mais là pour le coup c'est quand même un très gros défaut. Oui. Et du coup, il se fait écraser dans sa capsule et sort cette ultime réplique. Est-ce le destin des Saiyans de mourir tués par leur fils ? Cette phrase est ultra random, j'ai l'impression que c'est une référence à quelque chose, mais j'ai aucune idée de quoi. Du coup, c'est très bizarre. Mais de toute façon, le plan de Paragus de laisser mourir Broly dans l'explosion de la planète, c'est débile. On a vu que bébé, il avait déjà résisté à l'explosion d'une planète. Comment ça se fait qu'il a cru que cette fois-ci ça marcherait ? Parce que va te faire foutre. Et là, Goku revient à la charge et se fait défoncer la gueule. Soudain, Piccolo demande aux autres de filer le reste de leur énergie à Goku. Et Gohan et Trunks s'exécutent, sauf Vegeta qui refuse de donner son énergie à Goku. Alors lui, tout le long du film, il a décidé de nous casser les couilles. Hein. Il choisit très mal ses moments pour avoir des sursauts d'orgueil, ce connard. Hein. Et du coup, Goku demande plus d'énergie et continue de se faire défoncer. Pendant longtemps. C'est long, hein. C'est long, hein. C'était très long quand même, hein. Puis Vegeta se décide enfin à donner son énergie à Goku, ce qui permet à Goku d'avoir la force nécessaire de bloquer le coup de Broly. Puis il se fonce dessus, Goku lui met un coup de poing dans le bide, Broly a une vision de lui et Goku bébé, puis Broly explose et c'est la fin. Ah, c'est pas un peu nul comme fin ? Ouais, non, là, franchement, même moi, je trouve ça éclaté, là. Ouais, là j'avoue que la fin est un peu expéditive, la résolution est franchement pas ouf, mais malgré ça je trouve qu'il s'agit là d'un des tout meilleurs films DBZ. Alors il est loin d'être parfait, hein. Je dirais même qu'il a tendance à cumuler plus ou moins tous les défauts récurrents des films DBZ. Déjà, ce n'est pas canon, et sa façon d'invoquer la mythologie du manga n'a aucun sens, et c'est à ce moment-là qu'on va reparler du mythe du Super Saiyan légendaire. Broly ne peut pas être le Super Saiyan légendaire, parce que le manga et l'anime de base ont clairement établi que dans un premier temps il s'agissait de Goku. C'est un des événements majeurs de l'arc Namek, et c'est Vegeta lui-même qui le dit, Goku est le Super Saiyan de la légende. Ce que craignait Freezer, c'était Goku. Plus tard, avec l'arc Cyborg, nous aurons des précisions, et on nous expliquera que la légende du Super Saiyan vient en fait de la possibilité qu'ont les Saiyans d'atteindre un autre niveau de puissance en se transformant en Super Saiyan. Le Super Saiyan légendaire n'est pas une transformation en soi, alors ça l'est devenu avec ce film et avec quasi tous les produits dérivés de Dragon Ball Z qui ont tourné autour, mais à la base non, ça marche pas vraiment. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que même si depuis le personnage de Broly ainsi que sa transformation sont devenus canon à l'univers Dragon Ball, à aucun moment sa transformation est appelée Super Saiyan légendaire. Il faut juste comprendre qu'au moment où les scénaristes devaient écrire ce film, ils se sont dit bah on va s'inspirer de ça parce que bah fallait bien écrire un truc. C'est comme pour Cooler. Si dans la saga Namek à aucun moment Freezer aurait spécifié qu'il avait de la famille, on n'aurait jamais entendu parler de Cooler, il n'y aurait jamais eu de film sur lui. Donc ne cherchez pas de logique à l'existence de Broly parce qu'en fait il n'y en a pas vraiment. Ensuite, même si l'animation est pas piquée des hannetons, je reprocherai au film de ne pas mettre en scène de réels combats. Tout le long, les gentils tapent dans le vide et Broly les envoie valser. En termes de chorégraphie de combat, on a vu mieux quand même. Et bien évidemment, la résolution du combat qui est vraiment fait en mode « hop la boum, on a plus le temps one shot ». Cette résolution est quand même hyper frustrante. Mais alors, pourquoi est-ce que ce film est l'un des meilleurs selon moi ?
Parce que bordel, il a une ambiance de malade qui dénote totalement d'avec la plupart des autres films Dragon Ball Z. Il a une ambiance oppressante et crépusculaire. Malgré les quelques doses d'humour à partir du moment de la première confrontation Goku-Broly, on est sous une tension constante qui ne fait que monter. Ensuite, ce film a un ton plus dramatique que la plupart des films de l'époque. Ce n'est pas un film centré sur Goku. Le film est centré sur l'histoire de Broly et de Paragus, et c'est une histoire tragique, l'histoire d'un père qui ne réussira jamais à gagner l'amour de son fils. Et bien évidemment, l'ultime raison qui rend ce film inoubliable, c'est bien évidemment le personnage de Broly, qui est sans aucun doute le méchant emblématique des films Dragon Ball Z, déjà parce qu'il a un swag cosmique, mais surtout parce que ce bâtard est effrayant. La première fois que j'ai vu ce film quand j'étais gamin, je me suis chié dessus, et encore aujourd'hui, chaque fois que je le revois, ça me fait faire des petits pets fuyants comme ça. Ah, c'est ça l'odeur! Salaud! Chut, profite, c'est la puissance. Broly, c'était le plus balèze, c'était le plus effrayant et c'était surtout le méchant le plus triste de tous. Alors c'est sûr, ce film n'est pas parfait, mais il a clairement laissé une empreinte indélébile dans la mythologie Dragon Ball. Et n'oubliez pas, Dragon Ball, c'est la vie. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dragon Ballologie. Aujourd'hui on poursuit notre rétrospective des films et OAV Dragon Ball Z et aujourd'hui on s'attaque au 10e film intitulé Le Retour de Broly ou encore intitulé aussi Rivaux dangereux, mais dont le titre original c'est ceci. Dragon Ball Z, un dangereux duo, le super guerrier ne dort plus. Et je te fais pas la version japonaise parce que... Attends, pourquoi il y a tous ces titres différents hein? Bonne question, petit chef. Le 31 octobre 1995 est sorti dans les salles de cinéma françaises Dragon Ball Z le film, qui était en fait la compilation de deux films, Fusion avec Gogeta et L'attaque du dragon avec Tapion. Et à l'époque ça avait cartonné sa mère. Ah, 1995 c'était l'âge d'or, c'était le bon temps. Et ça a tellement cartonné que l'année d'après ils ont sorti Dragon Ball Z2, qui était encore une fois une compilation de deux films, Rivaux dangereux et Attaque Super Warrior, avec Bio Broly. Sauront-ils les arrêter à temps pour éviter le massacre? Attends, si je comprends bien, les événements de Dragon Ball Z 2 se passent avant le 1? Tout à fait. Ouais, mais ça explique toujours pas pourquoi il y a différents titres. Bah si, cette anecdote prouve justement qu'ils en avaient strictement rien à foutre de rien. Bon, le film commence par une vue spatiale de la Terre et on voit une petite boule verte se diriger vers la planète. La petite boule verte finit par se cracher au milieu des montagnes. Au plan suivant, on se rend compte qu'il s'agissait d'une capsule Saiyan et que son occupant a été éjecté et que cet occupant c'est Broly. Attends quoi? Bon, je sais que le film s'appelle dans au moins une version Le Retour de Broly, donc s'étonner de son retour c'est un peu con, même si la putain de Vorace on l'a vu exploser de l'intérieur à la fin du premier film, mais c'est pas grave. Mais ce qui coince, c'est cette histoire de capsule Saiyan qui l'emmène sur Terre. Bon, Broly qui survit à sa propre explosion, on va dire pourquoi pas. On est dans Dragon Ball, personne ne meurt jamais vraiment, on va dire que c'est un principe. Mais vous avez essayé de me faire croire qu'au moment même où il se faisait exploser la gueule, il y a une comète qui passait, qui a désintégré la planète sur laquelle il se trouvait, mais que comme par hasard à ce moment-là, une capsule Saiyan a flotté devant sa gueule, qu'il a eu le temps de rentrer dedans tout en étant en train d'exploser et à moitié cané, et que comme par hasard, il y avait les coordonnées de la Terre dans cette fameuse capsule. Là, ça commence à être un peu fort de café, oui. Vous me direz, ils ont bien ramené couleur alors qu'on l'a vu exploser dans le soleil. Oui, mais au moins ils ont trouvé une idée originale pour le ramener. Les restes de son corps ont croisé la puce chelou et ça lui a permis de ressusciter sous une nouvelle forme. C'était inventif et un minimum vraisemblable. Là, pour le cas Broly, on nous a vraiment assuré le service minimum, en mode « off, on n'a pas d'idée, on n'a qu'à dire qu'il a trouvé un vaisseau, qu'il a atterri sur Terre et puis qu'il a fini dans la glace ». Ça annonce du bon pour le film, ça, hein. Oui. Puis Broly tombe dans les pommes et se fait recouvrir par la glace, de laquelle il va rester prisonnier pendant 7 longues années. Du coup, c'est un peu original comme disquette pour expliquer qu'il s'est pas réveillé avant. Puis nous avons le générique We Gotta Power. Nous retrouvons Trunks, Goten et Videl qui sont à la recherche des Dragon Ball. Ils en sont à la 6ème, il ne leur manque plus qu'une pour exaucer leurs souhaits. Trunks veut un parc d'attractions pour lui tout seul et Goten veut un pays de gâteaux pour se goinfrer. Quant à Videl, elle veut juste voir le dragon.
Puis ils arrivent dans un petit village de montagne. Videl s'extasie devant des cristaux, présents en abondance dans la région, et Trunks en profite pour faire une remarque misogyne. Quand une fille voit quelque chose de brillant, elle perd la boule. Pendant ce temps, les villageois du village de Natade sont en train de procéder à une cérémonie à l'issue de laquelle ils vont sacrifier une petite fille pour apaiser le monstre de la montagne qui les terrorise, fait fuir les touristes et les empêche de vendre leurs cristaux depuis 7 ans. C'est pas plutôt le village de Natardé? 3 sur 10. Ils expliquent à Videl et les gosses que depuis des années, ils font des sacrifices et envoient même des jeunes pour essayer de buter le monstre, mais que jamais personne n'est revenu. Du coup, nos héros proposent de s'en occuper, en échange de quoi Trunks réclame le collier du chaman, qui contient une grosse boule orange. Ils se planquent donc au milieu des offrandes, les deux garçons s'agitent parce qu'ils commencent à avoir la dalle, Trunks chope une pomme sur l'autel, et quand Goten veut aussi en prendre une, Videl lui met une gifle. Quelle violence! Du coup, Goten se met à chialer et à piailler. Ses pleurs résonnent dans toute la montagne. Broly, qui fait toujours la sieste au frigo, entend les pleurs de Goten, ce qui lui file des flashbacks des pleurs de Goku bébé, qui l'ont, a priori, rendu fou. Du coup, il se réveille vénère. Videl finit par céder à Goten en lui donnant un truc à manger, puis Trunks rebalance une réplique misogyne. Est-ce que t'es naïf? Il faisait semblant de pleurer. C'est le genre de truc qui marche toujours avec les filles. Soudain, le monstre de la montagne débarque, mais ce n'est pas Broly, c'est juste un dinosaure random avec lequel Goten et Trunks jouent un peu avant de le buter et de le faire cuire au barbecue pour le manger avec tout le village. Puis le lendemain matin, Broly vole au-dessus du lac, se met à mitrailler de partout et du coup Videl décide d'aller le taper. Videl contre Broly? Non mais n'importe quoi! Et pourquoi pas Tortue Géniale contre Jiren pendant qu'on y est? Ah merde. Évidemment Videl se fait balader et étonnamment Broly y va assez doucement parce que normalement elle a aucune chance de survie. En même temps, c'est pas la dernière fois qu'elle se fera soulever par un Saiyan. Puis Trunks et Goten débarquent et disent « Oh mon dieu, un autre Super Saiyan en dehors de nos frères et de notre père, mais what the fuck ?» Broly prend Goten pour Goku et se met à les attaquer. Et ensuite nous avons 15 minutes de Broly qui tabasse des enfants. C'est un peu le malaise. Trop d'enfants subissent la violence dans le cadre familial ou amical. Des solutions existent. Tu es témoin d'une telle situation? Tu dois agir. Appelle sans plus attendre le 119. Après, on n'avait rien dit dans les mercenaires de l'espace, hein. Quand Gohan il se fait mêler par Bojack, il avait à peu près le même âge. Hein. Eh, c'est pas faux. Pendant ce temps, Gohan qui volait vers on ne sait où s'arrête parce qu'il a senti l'aura de Broly et décide donc d'aller voir. J'ai une question. Oui. Si Gohan il sent l'aura de Broly, comment ça se fait que Vegeta, Piccolo et le reste de la Z-Team ils ont pas bougé? Parce que va te faire foutre! Pendant qu'ils se font défoncer, Goten remarque que la boule à 4 étoiles est par terre. Ouais, en fait, c'était pas du tout le collier du chaman. Du coup, Trunks décide d'attirer Broly pour que Goten aille la choper. Comme c'est un énorme mongolien, Goten galère sa chagate et Trunks se fait martyriser plus longtemps. Piccolo a déjà affronté Krillin à l'époque lors d'un tournoi d'arts martiaux. Et pourquoi il s'acharne sur Trunks alors qu'il en a clairement après Goten? Parce que va te faire foutre! Goten finit par rassembler les 7 boules et essaye d'invoquer Shenron pour faire le vœu de se débarrasser de Broly, sauf qu'il ne sait pas comment invoquer le dragon. Du coup, Trunks continue de se faire martyriser par Broly et finit même par lui faire pipi dessus. Oh regardez, un enfant terrorisé surine dessus, c'est pas très drôle en fait, le délire là. Oui? Ils sont sur le point de se faire exploser par Broly quand soudain Gohan arrive pour les sauver. Puis Videl arrive aussi et met un coup de pied qui sert à rien à Broly, on sait pas pourquoi il fait ça. Ouais, man. Broly envoie un giga Kikoa sur Videl et les gosses. Gohan le dévie puis crée un bouclier d'énergie pour les protéger du souffle de l'explosion. Puis ça explose et Goten, Trunks et Videl se retrouvent projetés aux 4 coins de la map, amochés par l'explosion et inconscients. Hein? Mais il les a protégés de que dalle là? Ouais, surtout que Gohan n'a pas bougé d'un pouce et qu'il semble intact, c'est complètement débile. Broly décide de se changer en Super Saiyan légendaire, enfin en utilisant exactement les mêmes plans que dans le premier film. Vous pensiez sans doute qu'on ne le verrait pas, mais on l'a vu. Mais du coup cette fois-ci Gohan est vénère et se change enfin en Super Saiyan, et on sait tous que ça peut donner un Gohan en colère. Alors vas-y Gohan, montre-lui! Il se fait défoncer. Il est vraiment haché.
Mais Gohan a une idée, il va précipiter Broly dans la lave pour s'en débarrasser. Bah oui, parce que comme chacun sait, la lave est le point faible des mecs qui survivent à des explosions de planètes et qui survivent aussi à des comètes géantes. Oh, le niveau de battage de couilles de ce scénario me laisse sans voix. Alors peut-être qu'il aurait pu le geler? Quoi? Bah ouais, parce qu'on a vu au début du film qu'il était possible de congeler les mecs et qu'ils restent 7 ans enfermés. Mais tu crois vraiment à ce que tu dis là? Non, mais je suis fatigué, le film il est pourri en fait là. Bref, du coup il arrive à envoyer Broly dans la lave, il croit que c'est gagné et il tape une petite sieste tranquille au milieu du volcan. Ne me demande pas pourquoi. Gohan ferma les yeux au milieu du torrent infernal. Il était épuisé, mais apaisé, car il venait enfin de détruire le mal. C'est là que les aigles sont arrivés, menés par Gandalf, et ils l'ont extirpé de la montagne du destin pour le déposer en lieu sûr, dans une terre du milieu, enfin débarrassée du fléau. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, je sais, je suis complètement parti en couille, mais je préfère raconter ça plutôt que de penser à ce qui se passe vraiment après. À ce point-là? Gohan est sur le point de se faire engloutir par la lave quand soudain Piccolo débarque et le dépose en lieu sûr. Gohan reprend conscience, s'approche de Piccolo, mais en fait non, ce n'est pas Piccolo, c'est Krillin déguisé en Piccolo. Que? Mais pour que? Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. J'ai mal à la tête. Évidemment, Broly sort de la lave indemne et one-shot Krillin. Puis Gohan se fait à nouveau masser par Broly, puis Videl arrive et jette un caillou sur Broly. Puis Gohan commence un Kamehameha tandis que Broly charge une méga attaque. Goten vient aider Gohan en faisant un Kamehameha, mais ils galèrent leur race. Goten pense alors « Shenron, je t'en prie, aide-nous !» Et là, les Dragon Ball s'activent et Goku débarque du paradis pour les aider. Que? Ah? Mais ils ont droit de faire ça? Mais non, ils ont pas le droit, je te l'ai dit, ils en ont rien à foutre. Une bonne partie de l'univers du manga et de l'anime repose sur les règles des Dragon Ball. Tu peux pas changer les règles comme tu veux pour que ça serve son histoire, c'est n'importe quoi. Mais alors que ce soit pas canon, c'est une chose, mais quand même, jusqu'ici, les films et OAV qu'on a vus, même s'ils prenaient des libertés en termes de continuité, ne se permettaient jamais de redéfinir les règles de l'univers déjà établi. C'est n'importe quoi de faire ça. Et j'en ai rien à foutre que vous nous fassiez un plan trop stylé de Kamehameha père-fils qui est très certainement la seule raison pour laquelle ce film est apprécié d'ailleurs. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi à ce point. Et dire qu'à une époque, il y avait des mecs qui faisaient des giga-analyses méga sérieuses sur cette bouse pour essayer de prouver que Broly était plus puissant qu'un essai gigode. Bon allez, on finit le film en 2 spies parce que ça commence à me gaver. Ah, j'ai l'impression qu'on me chie dans le cerveau. C'est pas agréable. Oui. Goku débarque, giga Kamehameha père-fils, Broly perd et va s'écraser dans le soleil et meurt définitivement cette fois-ci. Fin de ce film de merde. Que dire de plus? Ce film est une giga merde qui se torche avec la continuité, avec la cohérence et avec les fondements même des principes de Dragon Ball Z. Il commet même le crime de lèse-majesté de ruiner le personnage de Broly. Broly de 93, c'était un guerrier surpuissant certes, mais surtout un imposant et terrifiant adversaire qui a traumatisé des générations. Le Broly de ce film est un putain de demeuré qui n'a qu'une seule ligne de dialogue de tout le film et qui sinon passe son temps à hurler ou à dire des kakarotos. Avant il était intelligent et cruel, là il est juste con et violent pour rien. On se chiait dessus lorsque Broly tabassait la Z-Team dans le premier film, les persos aussi d'ailleurs avaient peur. Dans ce film, Goten et Trunks font les clowns la plupart du temps. Videl ne sert strictement à rien, les combats sont minables, le caméo de Krillin est inutile et pas drôle, et l'absence de Piccolo et Vegeta n'a aucun putain de sens. L'animation n'est pas spécialement ouf non plus d'ailleurs. À vrai dire, je passais une bonne journée, et ce film m'a foutu un gigasum. Ah sans déconner, j'espère que le prochain sera meilleur. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dragon Ballologie, l'émission entièrement consacrée à Dragon Ball et à son univers. Et aujourd'hui, on poursuit notre petite rétrospective des films et OAV Dragon Ball Z. Aujourd'hui, nous allons parler du 11e film, plus connu sous le nom de Bio Broly, qui est sorti en France aussi sous le nom de L'Attaque Super Warrior. Cherche pas à comprendre. Et le titre japonais, c'est, attention, La destruction du super guerrier, la victoire est à moi. Encore une fois, aucun rapport avec le film.
film est sorti en 1994 au Japon et en France il est sorti en 1996 accompagné, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, du film Rivaux dangereux / Le retour de Broly, et ensemble ils formaient le film Dragon Ball Z2. Bon, ça c'était pour le petit moment Wikipédia. Il est temps d'attaquer le visionnage. Le film commence dans un laboratoire futuriste lugubre avec des mecs mutants à walpé avec des gigasieux qui sortent de cuves chelous. Ils sont accueillis par un docteur et par Jaguar, qui est content et qui félicite le scientifique et dit un truc genre « Nyéhéhé, je vais enfin pouvoir me venger de Satan ». Puis la caméra traverse le laboratoire et s'arrête sur une cuve dans laquelle on voit une queue de Saiyan s'agiter. Oh là là, qui ça peut bien être? Le mystère reste entier. Nous voici à la résidence de Monsieur Satan, où C-18 est en train de tout casser, tandis que Goten, Trunks, Krillin et sa fille attendent à l'extérieur. C-18 est venu réclamer l'argent que lui doit Satan pour l'avoir laissé gagner lors de la finale du 25e Tenkaichi Budokai. Du coup, ce film, il pourrait peut-être être canon? Alors attention, faut mieux pas tirer de conclusion hâtive, puisque c'est pas la première fois qu'un film base son scénario sur un élément canon, et pourtant les éléments du film sont irreplaçables dans la continuité. C'était déjà le cas avec le premier film sur couleur, qui se basait sur la défaite de Freezer et le fait que Goku ait été envoyé sur Terre, et pourtant c'est irreplaçable dans la continuité. Ceci étant dit, a priori, à ce stade du film, on peut tout à fait imaginer que les événements de ce film prennent place juste après l'arc-bout, et que C-18 n'aura pas oublié la promesse que lui a faite Satan lors de la finale du 25e Tenkaichi Budokai, et donc elle vient réclamer son dû. Mais encore une fois, ne tirons pas des plans sur la comète, attendons un petit peu de voir. Alors que C-18 menace Satan, un inconnu entre dans le bureau et adresse une lettre de défi à Satan qui lui fait « Frérot, je reçois 300 par semaine, file ça à ma secrétaire, wesh !» Et là, le gars lui dit qu'il ferait mieux d'accepter le défi, sinon tout le monde apprendra qu'il a pissé au lit jusqu'à ses 12 ans. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Non rien, je crois que j'ai perdu quelques neurones là. Satan raconte que le seul au courant c'est son vieux rival Jaguar, qu'il a vaincu dans leur jeunesse et qui lui en veut toujours depuis. Puis l'homme lui dit que s'il refuse, ils diffuseront des photos de Satan pissant au lit dans la presse et du coup Satan accepte. Du coup C-18 qui veut toujours son pognon décide de partir avec eux. Mais avant, elle va voir Krillin et sa fille et ordonne à Krillin de rentrer à la maison s'occuper de la gosse. Et Krillin fait « Attends, je vais venir avec toi, c'est peut-être dangereux ». Quoi? Non mais Krillin, mais ta femme elle a déjà foutu une branlée à Vegeta, et dans un futur alternatif, elle a exterminé l'humanité et ravagé le monde si tu veux. Donc si elle veut là, ta meuf, elle peut détruire la Terre en 30 secondes. Et là, elle part avec Mister Satan. Tu veux qu'il lui arrive quoi en fait? Bah je sais pas, tomber sur Broly? Ah, bien vu. Bref, Satan, C-18 et le mec au chapeau débarquent dans un château situé au sommet d'une île touristique. Ils débarquent dans la cour et voient plein de mecs mutants bodybuildés et à poil s'entraîner. Puis Jaguar débarque sur son chat mutant ou son chien, je sais pas trop ce que c'est, et demande à Satan « Tu aimes les films de gladiateurs ?» Quoi? Non je déconne, mais vu l'ambiance, ça aurait pu. Jaguar leur explique qu'il a utilisé la fortune de son défunt père pour engager des généticiens afin de créer des bio-guerriers trop forts de chez Balèze dans l'unique but de se venger de Satan. Il les conduit dans son arène souterraine hyper stylée et bourrée de technologie. Satan entre dans l'arène confiant puis glisse sur une peau de banane et se viande la tronche d'une manière supposément comique. Ah la vache! Ah, ça te le fait aussi. Ah oui, pendant ce temps, Goten et Trunks continuent d'espionner en restant planqués, et ils remarquent que près de Jaguar, il y a le chaman du village de Natade, un personnage du précédent film. Puis le combat est sur le point de commencer devant l'apparente puissance des bio-guerriers, Satan demande à C-18 de s'en occuper à sa place, et cette dernière en profite pour lui soutirer encore plus de fric. Qu'est-ce qu'elle est vénale, hein? C'est étonnant qu'elle ait pas encore ouvert en OnlyFans celle-là. T'as un lien? Quoi? Goten et Trunks veulent se joindre à la bataille, Jaguar et Satan leur disent que c'est pas pour les gosses, du coup Trunks et Goten balancent un Kikoa pour montrer qu'ils sont balèzes, et Jaguar les accuse d'utiliser des effets spéciaux minables. Non mais le frérot, il a fabriqué des bio-guerriers. Il est con ou... Bah oui. Évidemment, C-18 et les gosses défoncent les bio-guerriers en 2 secondes. C'est là que Jaguar dit que c'était juste l'entrée, ils ne sont pas prêts pour le plat principal. Il leur dévoile l'immense laboratoire qui sert à fabriquer ces bio-guerriers. Goten et Trunks s'y baladent et tombent sur la cuve contenant Broly. Et ils sont pris de panique, ont des flashbacks du Vietnam. Trunks dit à Goten « Oh c'est Broly, tu te souviens de lui ?» Et Goten répond « Bah ouais bâtard, ça fait quoi, 3 semaines qu'on l'a pas vu ?» Il a vraiment dit ça? Bah évidemment que non, mais techniquement, ça ne peut que se passer que quelques semaines après le premier film, hein. Sinon, ça marche pas. Jaguar ordonne de libérer Broly de sa cuve. Pendant ce temps, Goten et Trunks demandent des comptes au chaman de Natade. Il leur explique qu'à cause d'eux, il a été rejeté par le village et du coup, il a dû trouver un nouveau moyen de subsistance. Et franchement, les gens du village de Natade, ils sont pas très sympas avec le chaman, parce qu'après tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a forcés à sacrifier des petites filles, il les a forcés à offrir en offrande la plupart de leurs victuailles pour bouffer, tout ça pour rien. Putain, c'est vraiment susceptible pour rien des bouseux. Ah, il manque d'humanité, incroyable.
Ça me choque. Il leur raconte qu'il a été fouiné près de l'épave de la navette de Broly et y a récolté un échantillon de sang gelé qu'il a vendu à Jaguar et que Jaguar a utilisé le sang pour cloner Broly et en faire une arme. En vrai, je me demande comment s'est passée la négociation avant la vente, hein. Ça a dû être quelque chose. Oh, bonjour, je suis un chaman. Je viens vous vendre aujourd'hui du sang d'extraterrestres directement prélevé de l'Himalaya. Ces extraterrestres, ils peuvent changer de couleur de cheveux, voler, détruire des planètes. Seriez-vous intéressé par ce produit? Bonjour, je suis milliardaire. Combien en voulez-vous? J'en voudrais 1 million de dollars. Vendu! Broly sur le point d'être libéré, Goten et Trunks se disent vite, il faut qu'on détruise la cuve avant qu'il soit libre, et du coup ils s'envolent au-dessus d'un truc et préparent un Kamehameha, mais pour une raison étrange, ils mettent 120 ans à le charger. Du coup, Broly a le temps de sortir et ils ne finiront jamais leur Kamehameha. En libérant Broly, il y a une fuite de bioliquide, un liquide qui dissout les cellules organiques et qui commence à se répandre dans tout le laboratoire et à liquéfier tout le monde. Mais... Broly, il était immergé dans le bioliquide. Oui. Et le liquide, il dissout les tissus organiques. Oui. Du coup, Broly, il aurait dû être dissous dans le liquide. Oui. Alors pourquoi c'est pas le cas? Oui. Par contre, vu que Broly en fait n'était pas tout à fait fini, il se change littéralement en un tas de merde. C'est selon moi ce choix graphique qui fait que ce film est aujourd'hui encore l'un des plus détestés par les fans de DBZ. Ce choix de design achève de détruire le personnage de Broly, qui passe d'un monstre sadique effrayant et invincible dans le premier film à un immense gogolito dans le second pour finir par devenir un produit recyclé défectueux, au sens propre comme au figuré d'ailleurs. Imaginons un instant que ce choix soit pleinement conscient, ça rendrait ce film d'un coup bien plus intéressant, ce serait peut-être là une mise en abîme de la saga Dragon Ball Z. Le bioliquide qui dévore les tissus organiques représente peut-être les studios qui par avidité réduiraient à néant le cœur et l'âme des œuvres et en viendraient à créer des monstres informes et hideux qui n'auraient plus d'âme et serviraient uniquement leur dessin. Non. En vrai, je pense qu'ils ont juste eu une grosse idée de merde. Broly défonce C-18, puis Trunks et Goten l'attaquent. Et contrairement au film précédent, cette fois-ci nous avons un vrai combat. Ce n'est pas unilatéralement Broly qui les défonce, ça semble plutôt équilibré. Il y a de vraies chorégraphies et des moments de mise en scène pas dégueux. C'est sans doute dû au fait que le vieux Broly est peut-être moins fort que le Broly d'origine. Ou alors, si ça se passe après bout, Goten et Trunks ils sont devenus vachement plus balèzes. Peut-être, mais dans ce cas, pourquoi ils ne fusionnent pas? Bonne question. Et quid de Goku et Vegeta? Tu crois vraiment qu'il manquerait une occasion d'un match retour contre Broly? Non, franchement, je pense qu'il faut toujours pas, à ce stade du film, tirer des conclusions hâtives niveau continuité. Attendons de voir. Pendant que les gosses se battent, le bioliquide se répand et continue de faire des victimes. On rajoute au film un petit côté film catastrophe, film de monstres assez inédit dans l'univers Dragon Ball. Et pour une fois, les combats n'ont pas lieu dans un paysage naturel plus ou moins désertique. Et ça aussi, ça change. C-18 se réveille et repart à l'assaut de Broly, qui l'arrête en 2 secondes, puis elle est sauvée par Krillin, qui lui-même est sauvé par Goten et Trunks. Et les deux gamins commencent à avoir le dessus sur Broly, sauf qu'au moment où ils étaient sur le point de l'achever, Goten a lâché Trunks pour aller sauver Satan, qui allait tomber dans le bioliquide. Le fait que Goten pense à gérer les dommages collatéraux, je trouve ça plutôt cool quand même. Hélas, Broly en profite pour reprendre le dessus et il tabasse tout le monde. Goten, Trunks, Krillin et C-18. C'est là que Trunks a une idée. Précipiter Broly dans le bioliquide pour le tuer. Mais Broly, il était immergé dans le bioliquide. Oui. Et le liquide, ça l'a pas dissous. Oui. Du coup, ça devrait pas marcher. Bah, regarde. Mais Broly, il était dans le bioliquide. Oui. Du coup, Broly, il aurait dû être dissous dans le bioliquide. Oui. Alors pourquoi ça marche là et ça marchait pas avant? Oui. À moins que ce n'ait pas marché. Ah, ouf. Non, en fait, ça a vraiment marché.
Du coup, nos amis aident à évacuer le reste de la population de l'île qui est ravagée par le bioliquide. Mais ils ne savent pas comment arrêter le liquide. Puis ils se rendent compte que le liquide se fige au contact de l'océan. C'est qu'alors que Trunkoten et Krillin font un Kamehameha combiné dans la mer pour soulever une gigavague qui engloutit l'île et fige à jamais le bioliquide. Le monde est sauvé. Sauf que non, vu qu'un bio-Broly géant émerge de l'océan, mais en fait non, il est aussitôt figé et les gosses le détruisent définitivement. Et là on se retrouve dans l'au-delà où Goku discute avec Kaio. Que Goku est toujours mort? Mais attends, du coup ça se passe pas du tout après l'arc-bout, ça n'a aucun sens que Goku est ressuscité, et ça se passe pas non plus juste après le 25e Tenkaichi Budokai, parce que juste après il y a Babidi et Boo qui ravagent la Terre, et surtout Goku est sur Terre à ce moment-là. Donc ça n'a aucun putain de sens ce truc. On peut absolument pas le placer dans la continuité. Ce film ne peut juste pas exister en fait. Tu vois, je t'avais dit, ça servait à rien de tirer des conclusions sur la comète, de faire des conclusions hâtives sur la continuité. C'est pas parce que tu crois qu'il y a un élément canon qui est pris en compte que tout le reste peut rentrer dans le schmilblick, hein. Ouais, j'avoue. Et pourtant, ils ont failli m'avoir, hein, sur ce coup-ci. C'est quoi ce bordel là? Oh mon dieu, c'est ce que je craignais! Ils ont tellement fait n'importe quoi avec la timeline que ça finit par déchirer le tissu de l'espace-temps! La réalité va s'effondrer sur elle-même si on ne fait rien! C'est terrible! Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que j'ai une idée! J'espère que ça va marcher! Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bon, globalement, c'est de la merde, mais est-ce que ça mérite vraiment d'être le pire film des BZ? Je l'ai trouvé bien plus digeste que le retour de Broly, par exemple. Ok, le scénar a une fois de plus aucun sens, mais il y a un certain parti pris dans le film que je trouve audacieux et intéressant. Alors je ne parle pas évidemment du fait de faire revenir Broly pour la 3e fois, mais centrer pour une fois réellement le film autour de Goten et Trunks et ne pas les remplacer à la dernière minute par Goku ou Gohan, comme la dernière fois, je trouve ça plutôt cool. J'aime bien l'ambiance un peu horrifique SF que le film essaye d'installer. On nous propose une grande variété de décors et les scènes de combat sont bien plus recherchées que précédemment. Et dans le final, j'ai eu une petite vibe écologique qu'il y avait dans les premiers films DBZ pré-Super Saiyan. C'était plutôt cool. Bon, la non-intervention de Gohan, Vegeta ou Piccolo n'a aucun putain de sens. Point de vue continuité, c'est n'importe quoi, mais pas plus que les autres films en fait. Je crois vraiment qu'en dehors d'avoir transformé Broly en caca vivant, ce que les fans du personnage ne pardonneront sans doute jamais, je ne trouve pas que le film soit totalement honteux. Ou en tout cas, pas plus qu'un autre. Le retour de Broly était bien plus honteux que celui-ci je trouve, alors qu'il est beaucoup plus apprécié. Bref, la haine autour de ce film est justifiée, mais un peu disproportionné quand même. Dragon Ball, c'est la vie. Oui. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette nouvelle émission de Dragon Ballologie, l'émission entièrement consacrée à Dragon Ball et à son univers. Et si vous avez été bien attentifs, depuis quelques mois nous faisons des rétrospectives des films DBZ et nous avons abordé les films autour du personnage de Broly, qui est avec Freezer l'un des méchants les plus récurrents de la saga Dragon Ball. Toutes séries et continuités confondues. En effet, rien que dans les années 90, Goku et sa team seront confrontés 3 fois à Broly et 4 fois si on compte le film Dragon Ball Super Broly. Il s'agit d'un des personnages les plus populaires du lore Dragon Ball et pour cause, Broly c'est le Super Saiyan légendaire, l'ultime menace invincible, effrayant avec un design qui tabasse. Il était évident que si la Toei voulait continuer à faire de l'oseille, il devait trouver un moyen d'une manière ou d'une autre de remettre Broly sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, le coup marketing a été plutôt payant vu que le film Dragon Ball Super Broly est le film le plus rentable de la licence Dragon Ball ever. Énorme carton international et ça a permis dans le même temps de relancer la hype autour de DBS qui était un petit peu en berne avec la fin de l'animé. Bon, entre temps la hype allait retomber parce qu'ils ont fait du caca, mais à l'époque ça a bien marché pour relancer le délire, oui. Rebooter le personnage de Broly pour le rendre canon à l'univers Dragon Ball et à la continuité Dragon Ball était le meilleur move que pouvait faire la Toei et même Toriyama autour de la licence Dragon Ball Super. D'ailleurs, aujourd'hui encore, vous aurez peut-être sans doute du mal à le croire, mais pour ceux qui se souviennent des vidéos à l'ancienne autour du fameux débat Broly et 16 Gigodes et tout ça, il y a encore régulièrement des gens qui viennent commenter sous ces vidéos pour me dire que oui, t'avais tort dans ce que tu disais parce que maintenant que Broly est canon dans DBS, ça prouve bien que le Broly de DBZ, ben c'est le même, donc du coup il est bien plus fort qu'un Super Saiyan God, du coup t'es en PLS le chef. Alors que non, justement, le fait que la Toei ait eu besoin de rebooter le personnage et de faire des nouvelles origines pour le rendre canon, prouve bien que le premier ne l'était pas, et que du coup, en fait, ça n'a aucun rapport, les deux personnages niveau puissance.
L'existence du deuxième ne justifie pas l'existence du premier ou la puissance du premier. Ça n'a rien à voir. Et c'est trivial comme réflexion. Je ne comprends pas. Le fait que des gens ne comprennent pas un truc aussi simple, ça m'effraie réellement. Voilà. Arrêtez de faire les Mongoliens, les gens, s'il vous plaît. Faites un effort. Oui. Et je me suis dit que s'amuser à comparer les deux versions du personnage, ça pourrait être intéressant et ludique. Alors je précise, je vais comparer à la fois les films et les personnages. Donc voilà, alors pour les films, on va prendre en compte simplement le premier film qui marque la naissance de Broly, le film Broly le super guerrier, qui est sorti en 93, que je vais comparer avec Dragon Ball Super Broly de 2018. Je vais pas prendre en compte le retour de Broly, ou Rivaux Dangereux, et Attaque Super Warrior, Bio Broly, parce que clairement c'est du caca, et en plus le personnage il part en steak à partir de là. Donc on va pas en parler, oui. Bref, Broly fait partie des rares personnages du lore Dragon Ball à avoir eu deux incarnations différentes, une canon et l'autre non canon. De toute façon, sauf erreur de ma part, c'est pas compliqué. Les persos dans ce cas-là sont Broly, Paragus, Bardock et Gogeta. Nous allons donc opposer les deux films et les deux personnages selon différents points. Je rappelle, même si c'est évident que ça coule de source, que ce que je vais dire dans cette vidéo ne va être que mon opinion personnelle et que je suis tout à fait ok avec le fait que vous ne la partagez pas. D'ailleurs, si le cœur vous en dit, je vous invite à me filer vos propres, comment dirais-je, vos propres conclusions, vos propres opinions et vos propres critères en commentaire de cette vidéo. Oui, ça pourrait être intéressant de voir ça. Oui. Bon, Broly DBZ face à Broly DBS. C'est parti. Partie 1, l'histoire. Alors d'abord, on va commencer par résumer vite fait les deux films à coup de résumax Wikipédia. Oui. Broly de Dragon Ball Z. Un dénommé Paragus, accompagné de ses soldats, vient chercher Vegeta sur Terre, pour lui demander de devenir le roi de la nouvelle planète Vegeta. Toute l'équipe accompagne le prince. Entre-temps, Sangoku traque un être à la force mentale surpuissante ayant anéanti des planètes dans la galaxie du Sud. Lorsque Sangoku fait la rencontre de Broly, le fils de Paragus, il ressent une grande force spirituelle, et on déduit que c'est lui qui a détruit les planètes de la galaxie du Sud. Paragus a, en réalité, attiré Vegeta et ses amis sur une planète en ruine, qui est sur le point d'être frappée par une comète, afin de se venger de la tentative de meurtre du roi Vegeta sur son fils, et de pouvoir conquérir la Terre sans rencontrer d'obstacles. Le combat entre Broly et les Saiyans commence alors par la transformation en Super Saiyan légendaire de Broly, craint par tous. Sangoku et ses camarades ont du mal à s'en défaire et Broly se débarrasse de son père qui voulait s'échapper. Finalement, Sangoku parvient à le vaincre grâce aux forces qui lui sont transmises de ses compagnons, et in extremis, tout le monde est sauvé de la destruction de la planète par une capsule spatiale. Dragon Ball Super Broly. Le tournoi du pouvoir est terminé depuis quelques temps, les habitants de la Terre vivent paisiblement et Sangoku et ses amis ont repris leur vie. Cependant, Sangoku continue de s'entraîner suite à ses expériences acquises au tournoi. Conscient qu'il existe encore des individus beaucoup plus forts que lui au sein des univers. Un jour arrive où le vaisseau de Freezer refait surface une seconde fois sur Terre. Freezer est accompagné d'un mystérieux Saiyan nommé Broly, accompagné de son père Paragus. La plus grande surprise se présente au visage de Sangoku et de Vegeta car la race des Saiyans est supposée avoir été éteinte à la suite de la destruction de la planète Vegeta. Le duo n'a d'autre choix que de faire face à Broly, mais ce dernier semble apprendre très vite de ses adversaires et semble beaucoup plus puissant que ce qu'ils ont pu affronter jusqu'à maintenant. Goku et Vegeta fusionnent en Gogeta, battent Broly, Broly est renvoyé sur Vampa et fin. Oui, c'était des giga résumax, mais juste pour être sûr que tout le monde les situe. Voilà. Alors là, ce point-là n'est pas évident à trancher ou à attribuer parce que je considère que les deux films ont plus ou moins une bonne histoire. Le problème c'est que le Broly de DBS a un scénario que durant les 45 premières minutes du film environ, lorsqu'on s'attarde sur le passé de la planète Vegeta et les raisons de l'exil de Broly et de son père. Après, ça devient quasiment que de la bagarre, des cris et des explosions. Le film de 93 a au moins le mérite d'avoir essayé de raconter un truc tout au long du film, mais en même temps, heureusement, parce qu'il fait moins d'1 heure. Les deux films partent en réalité de la même base, c'est-à-dire de raconter les derniers jours de la planète Vegeta, le passé de la planète Vegeta et l'obsession du roi Vegeta pour la puissance de son fils et pour cette légende un petit peu du Super Saiyan légendaire. Les deux films semblent avoir la même volonté d'enrichir le lore et d'approfondir la mythologie de Dragon Ball. Et en prenant en compte ce point, il faut avouer que selon moi, le film de 2018 est supérieur.
Car non seulement il nous montre la planète Vegeta, mais il nous montre aussi le père et la mère de Goku, Freezer et son armée, l'origine des scooters, et on a même un caméo de Raditz. Alors oui, c'est du fanservice facile et une adaptation du chapitre bonus de Jaco, The Galactic Patrolman. Mais faut avouer que ça fonctionne. Le film de 93 voulait lier le destin de Broly à celui de Goku en invoquant Goku comme étant la cause de la folie de Broly. Ses pleurs l'auraient rendu fou. Alors c'est ce que tout le monde semble avoir compris, mais dans le film ils disent pas vraiment ça, ils disent juste qu'ils ne supportaient pas ses pleurs. Mais passons, le film introduit une notion totalement absente du manga d'origine, la notion de prédestination. Broly et Goku sont destinés à s'affronter parce que... J'ai toujours trouvé cette partie-là un petit peu maladroite et la justification de la folie de Broly complètement débile. D'ailleurs, tout cet aspect prédestination et le fait que Goku soit responsable de la folie de Broly avec ses pleurs, encore une fois, je trouve ça complètement débile, c'est totalement absent du reboot de 2018. Cette fois-ci, en 2018, le parallèle entre Goku, Broly et dans du moindre mesure Vegeta est fait différemment. Les trois personnages sont à la fois des survivants et aussi les victimes d'une société Saiyan au bord de l'extinction. Et alors que Goku et Vegeta ont totalement dépassé le statut de victime, Broly lui est encore en plein dedans au moment du film. Alors certes, dans les deux films, la baston est motivée par la vengeance, mais la version 2018 est beaucoup plus nuancée sur les motivations de Broly. Ça vient sans doute de la volonté de ne pas en faire un vilain. On y reviendra. Le film de 93 présente Broly comme un élément très important de la mythologie Dragon Ball. C'est le Super Saiyan légendaire, un être de légende, un mythe Saiyan personnifié. Et le film parvient à le rendre crédible à tel point que pour la plupart des fans, ils considèrent que c'est le véritable Super Saiyan légendaire évoqué dans le manga. Alors que non, vu que c'est pas canon donc c'est pas possible. Et surtout dans le manga, on finit très vite par comprendre que la légende du Super Saiyan légendaire ne définit pas un personnage ou une personne en particulier, un individu en particulier, mais c'est la transformation qui est légendaire. Bon d'ailleurs je pense que ce point va faire débat en commentaire, oui. Mais peu importe parce que le film arrive à nous faire croire à ça. Alors que le Super Saiyan légendaire et toute la légende autour est à peine évoquée dans le reboot de 2018. D'ailleurs, officiellement, Broly n'est pas le Super Saiyan légendaire, mais sa forme devient le Super Saiyan Berserker, ce qui le rend pour le coup beaucoup moins exceptionnel. D'autant plus que ce n'est pas le premier Super Saiyan Berserker que nous croisons dans Dragon Ball Super, vu que nous avons croisé le personnage de Kale dans le tournoi du pouvoir. Oui. Autre point de comparaison important selon moi, c'est le traitement de la relation Broly-Paragus, la différence de traitement qu'il y a entre les deux films. Et sur ce point, selon moi, je dirais que la version de 93 est mieux. En vrai, selon moi, les deux versions sont intéressantes et très similaires sur bien des points. Dans les deux versions, Paragus est partagé entre son amour pour son fils et son désir de vengeance. Au début, ils volent à la rescousse de leur fils et quand vient l'occasion de se venger, leur rancœur les mène à utiliser leur fils comme des outils et à ne plus les considérer comme des individus. Les deux craignent la puissance délirante de leur gamin, les deux sont des hommes qui ont été brisés par l'orgueil du roi Vegeta et qui ont survécu à des horreurs et qui sont animés par la haine. Donc tu te demandes sans doute qu'est-ce qui fait que je préfère la version de 93. Leur fin. Paragus de DBS meurt tué en 2 secondes des mains de Freezer pour provoquer une réaction de la part de Broly. Ça sonne un peu comme un aveu pour moi. On ne sait pas trop quoi faire du personnage à partir de là, donc on s'en débarrasse. Et si tu penses que j'exagère et que je fais un raccourci, réponds donc à cette question. Pourquoi il ne ressuscite pas Paragus à la fin du film? Ah, t'y avais pas pensé à celle-là, hein? Pourquoi il ne ressuscite pas le Paragus? Mais bref, la scène est quand même intéressante, parce que ça montre que finalement Broly aime profondément son père, ça le rend un peu plus humain. Donc ça marche quand même. Alors que c'est exactement l'inverse dans le film de 93. C'est Broly qui tue son père. Je trouve que ça rend le perso beaucoup plus tragique, mais ça vient encore du fait que la version de 2018 ne veut pas faire de Broly ou de Paragus des méchants. Les films sont aussi très différents dans leurs conclusions. Le film de 93 finit très clairement à l'arrache. Le perso est tellement invincible que le voir se faire one-shot par Goku est presque risible de facilité. La fin du film de 2018 est moins à l'arrache, mais je la trouve quand même giga fastoche. Broly aurait sans doute été oblitéré par le Kamehameha de Gogeta, mais Shilai demande à Shenron de ramener Broly sur sa planète. Comme ça, il n'y a pas vraiment de gagnant, et en même temps, on ne tue pas Broly pour potentiellement le faire revenir plus tard. Ne répétons surtout pas la même bêtise que le film de 93, qui a dû trouver des explications alambiquées pour faire revenir le perso. 2 fois. Bref, les deux films ont leurs qualités et leurs défauts, et nostalgie mise à part, il faut bien reconnaître que le film de 2018 a une meilleure histoire. Grand 2, le personnage.
Intéressons-nous maintenant aux deux itérations du personnage. Déjà, on va être clair, il s'agit bel et bien de personnages radicalement différents. Ok, ils ont plus ou moins une origine commune et une apparence plus ou moins similaire, mais il n'empêche qu'au niveau de leur personnalité, ils sont diamétralement opposés. Et je ne vais pas tourner 1000 ans autour du pot, je vais être cash, je préfère de loin le Broly de 93. Le Broly originel. Il faut répondre à cette question. Pourquoi le Broly du film de 93 est devenu aussi mythique, aussi iconique dans la mythologie Dragon Ball Z? Déjà, le design est dingue, un Saiyan énorme aux cheveux verts rempli de rage au pouvoir surpuissant. Ensuite, comme je l'ai dit plus tôt, c'est le Super Saiyan légendaire, le guerrier surpuissant, invincible, fier, cruel et assoiffé de sang et de bataille. Et le film réussit à rendre le concept crédible. Le Broly de 93, c'est la quintessence du vilain de DBZ. Il est ultra balèze, ultra méchant, il le sait et il adore ça. Son kiff, détruire des galaxies et torturer ses adversaires. Goku veut l'affronter, Broly lui sort un petit conseil d'ami, mets vite ton fils à l'abri. Et ça me fout toujours des frissons. Broly qui détruit la planète des petits aliens mignons et qui se marre comme une baleine en les entendant pleurer de désespoir. Son niveau de malveillance est aussi légendaire que sa puissance. Bon, ok, il a pas vraiment de motivation solide, mais le personnage est suffisamment charismatique et fantasque pour être fascinant. C'est clairement la star du film. C'est un anti-Goku parfait et c'est pour ça selon moi que le personnage est culte. Il est effrayant, complètement taré et on le kiffe pour ça. Et je ne pardonnerai jamais à la Toei de l'avoir transformé en vulgaire montagne de muscles débiles avec une seule ligne de dialogue dans la suite. Et en littéral tas de crottes dans le 3. Parce que le Broly originel était parfait comme il était. Le Broly de 2018 est certes plus nuancé et un peu plus profond, mais selon moi, c'est justement cette nuance qui le rend beaucoup moins iconique que sa version d'origine. La grosse erreur du film, c'est de refuser de faire de Broly un méchant. C'est un adversaire, pas un ennemi. Broly n'est plus un fou sanguinaire avide de destruction, c'est juste un gars paumé de 40 piges avec des problèmes de gestion de la colère. Il est candide et un peu teubé, bref, c'est un bon gars qui n'a pas eu de chance. Si le film avait eu la volonté d'aller au bout du concept en explorant réellement son trauma, ça aurait pu être intéressant. Hélas, le film tente maladroitement d'en faire un berserker dangereux, et si dans les faits, il est probablement bien plus puissant que sa version d'origine, il paraît beaucoup moins dangereux. À aucun moment du film, je considère le Broly de 2018 comme étant une menace. Pour moi, c'est juste un gars gentil qui fait juste un caca nerveux. Il est certes un peu plus développé et nuancé, mais du coup, il est beaucoup moins over the top et exubérant que la version 93. Dans le film d'origine, j'ai réellement peur pour Goku et sa bande. Dans le film DBS, je ne ressens ni danger ni réel enjeu. J'ai l'impression de mater une exhibition. Alors une sacrée exhibition stylée, mais je me sens pas plus impliqué que ça. Pour moi, cette aura malveillante manque clairement au Broly de 2018, et c'est dommage. En faire un bon gars qui tourne mal et devient mauvais, ça aurait pu être génial, et ça aurait bousculé les habitudes en prenant le contre-pied du cliché du vilain qui devient bon. À part la tentative qu'on a eue avec Zamasu, on l'a eu que trop peu ce cas de figure dans Dragon Ball. Réécrire le personnage de Broly pour en faire un gentil plutôt que de lui donner de meilleures raisons d'être mauvais, c'est un acte manqué énorme. Parce que je n'en démordrai pas, si le Broly de 93 a tant marqué les esprits, c'est en grande partie parce que c'était un méchant. J'irai même plus loin. Oui, écoutez bien ce que je vais dire. Je vais loin, je vais plus loin. Si le Broly de 93 avait été écrit comme le Broly de 2018, Broly ne serait jamais devenu aussi légendaire, mythique et iconique qu'il l'est devenu aujourd'hui. Oui, je dis les termes. Je dis les termes. Et d'ailleurs, même si le Broly de 2018 est autant apprécié, c'est en grande partie parce qu'il bénéficie de l'aura de son prédécesseur. Oui. Conclusion. Bon, j'aurais pu rallonger le bail en comparant les designs, la puissance, les combats, etc. Mais bon, ici on n'est pas à Kikuland, on parle des vrais bails. Je peux toutefois faire un petit point animation et mise en scène. Oui. La comparaison n'a a priori bien sûr pas vraiment de sens. Nous ne sommes pas à la même époque, pas la même technologie, pas le même budget. Le film de 2018 est clairement au-dessus techniquement, même les combats sont meilleurs. En 93, il n'y avait pas vraiment de chorégraphie, c'était juste Broly qui défonçait tout le monde sans vergogne. En 2018, on a eu de vrais combats avec une animation très soignée. On en a pris plein la tronche de mouvements et d'explosions en tout genre, et il y avait un effort de fait sur l'iconisation des transformations qui est plutôt admirable. Ceci étant dit,
Je préfère l'atmosphère du premier film, qui est plus pesante et plus angoissante. La version 2018 est méga colorée et selon moi beaucoup trop dynamique. C'est Space Mountain x 1000 le bordel, et la baston dure beaucoup trop longtemps aussi à mon goût. Ça m'a foutu mal au crâne avant la fin, et surtout ces cris incessants. Ah, c'est relou au bout d'un moment. Bref, en conclusion, vous aurez compris que je trouve le film de 2018 objectivement meilleur que celui de 93. En revanche, je préfère de loin le personnage tel qu'il était écrit en 93 pour toutes les raisons évoquées. Et en vérité, je vous le dis, si je laisse parler la nostalgie, je pense qu'au fond de moi, je préfère toujours le film de 93. Et je le préfère, non pas pour ses qualités intrinsèques, mais pour le choc qu'il m'a causé lorsque je l'ai vu pour la première fois, lorsque j'étais gamin. Broly m'effrayait réellement. C'était l'une des rares fois où j'avais peur devant Dragon Ball Z. Le personnage m'a marqué, m'a traumatisé, c'est un véritable choc. Le film de 2018 était une expérience cinématographique très fun globalement, mais le choc n'était absolument pas le même. Peut-être que j'étais déjà alors devenu trop vieux pour ces conneries et que j'avais perdu mon âme d'enfant, mais je ne doute pas un seul instant que myriades de jeunes galopins ont subi un choc au moins aussi grand que celui que j'ai connu jadis devant ce film. Dragon Ball, c'est la vie. Et acheter Arena Tome 3 bien sûr. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.